Bonjour à tous, je me présente, je suis Anaïs Jouvency, je suis directrice de la rédaction de Parents. Donc merci à tous d'être là ce matin. C'est avec beaucoup d'émotion que la marque Parents et que la Fondation Ronald McDonald vous présentent aujourd'hui main dans la main cet événement consacré aux émotions de nos enfants. Alors comment peut-on mieux les comprendre, leurs émotions, et les apprivoiser, précisément pour les aider à mieux les vivre ? Alors on les connaît tous, ces drôles de sensations qui restent parfois bloquées dans la gorge, comme une boule dans le ventre, comme une boule dans la gorge, ou qui au contraire débordent et qui nous font éclater de rire ou qui nous tirent les larmes, que l'on soit grand ou petit. Là, par exemple, j'ai peut-être un peu la main qui tremble, ou pas, le cœur qui bat un peu vite pour faire cette introduction. Alors, qu'est-ce qui est à l'œuvre, justement, derrière tout ça ? Qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût et toutes ces émotions-là ? Ce moment d'échange aujourd'hui avec des experts de haut vol, que je remercie infiniment d'être là, devrait nous permettre de nous sentir un peu moins seuls, un peu moins désarmés face aux émotions de nos enfants et face aux émotions que leurs émotions font naître chez nous, parce que c'est aussi ça le sujet, je crois. Faut-il vraiment leur dire, par exemple, n'aie pas peur, ne pleure pas, etc. Pourquoi essaie-t-on toujours finalement de tasser un peu leur tristesse, de nier leur colère ? Vaste sujet auquel on va tenter de répondre. Donc je laisse la parole à Catherine Akouboaziz, qui est journaliste à la rédaction de Parents, qui va vous présenter Thomas Méjean, le directeur exécutif de la Fondation McDonald, et qui va animer ensuite cette table ronde d'une main de maître. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous, donc je me représente donc Catherine Akouboaziz, je travaille pour le magazine Parents. Merci Anaïs pour cette belle introduction. Nous allons commencer cette journée d'échange avec Thomas Méjean, qui est donc le directeur exécutif de la Fondation Ronald McDonald. Donc cette fondation, elle construit et elle anime des maisons de parents à proximité des hôpitaux pour rapprocher les enfants hospitalisés de leur famille. Alors, ces maisons, elles permettent aux familles de rester en lien pendant des périodes qui sont très difficiles, des périodes où les émotions fluctuent plus que jamais, d'où cette importance. Thomas, on va vous écouter. Bienvenue, merci d'être là avec nous pour cet événement. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine Akouboaziz. Bonjour à tout le monde. Et merci, bien sûr, d'être là, dans la salle, également en live, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux tout au long de cette matinée. Et puis à ceux qui auront l'occasion aussi de nous suivre également en replay a posteriori. Je voulais aussi, bien sûr, remercier tous les experts qui seront là aujourd'hui et que vous aurez la chance de découvrir tout au long de cette matinée. Et puis, bien sûr, à Parents qui nous accompagnent donc sur cette matinée d'échange. Merci Thomas. Je vous appelle Thomas, c'est plus sympa. Alors, pourquoi avoir voulu faire cette matinée d'échange sur le thème des émotions ? Alors, la Fondation Ronald McDonald est ravie de vous proposer cette matinée d'échange effectivement sur le thème des émotions dans le cadre en fait de son programme Les Ateliers de la parentalité. Il faut savoir que c'est un programme qui est dans la continuité de notre mission, c'est de prendre soin des familles et qui a pour objectif d'aider un maximum de familles dans les situations complexes qu'elles traversent et puis bien sûr d'accompagner la parentalité. Alors comment ça se traduit cet accompagnement de la parentalité ? Alors, il faut savoir que la Fondation Ronald McDonald existe en France depuis 1994, donc ça fait bientôt 30 ans que nous accompagnons et accueillons les familles d'enfants hospitalisés avec les maisons de parents et donc la parenthèse à proximité et au sein même des principaux hôpitaux pédiatriques en France. Donc on a 10 maisons de parents et une parenthèse. D'accord. Et alors pourquoi avoir choisi ce sujet des émotions pour cette première édition ? Alors, je voulais juste rajouter, avant, on a aussi d'autres programmes. Aujourd'hui, en est un exemple, puisque nous avons un prix Fondation Ronald McDonald qui soutient des acteurs associatifs, des projets associatifs mettant à disposition aussi des ressources. Donc, on a ces ateliers de la parentalité, c'est finalement notre 4e programme. Et je tiens aussi à remercier, bien sûr, toute l'équipe de la Fondation, notamment Delphine Pitel-Gaudy et Anne Gravouille pour l'organisation de cet événement. Alors, pourquoi avoir choisi le sujet des émotions ? C'est vrai que l'émotion,
émotion, on la sent aujourd'hui, elle est palpable. On a observé finalement l'impact de cette crise, l'impact de ces confinements aussi sur les familles. On est persuadé que cette crise, elle ne sera pas sans conséquences malheureusement, donc sur l'état émotionnel des enfants. Et pour ça, nous avons mené en fait une étude OpinionWay qui montre, et attention aux chiffres, qu'un parent sur deux s'est senti démuni pendant cette période face aux émotions de leur enfant. C'est énorme, un parent sur deux. Donc nous avons choisi d'aborder le sujet des émotions pour cette première édition, d'où cette matinée d'échange sur aider vos enfants à mieux vivre leurs émotions. Et alors, enfin, même si je connais un petit peu la teneur de votre réponse, mais pourquoi s'être associé au magazine Parents ? Alors c'est vrai que Parents, c'était un peu finalement le parent naturel, le partenaire naturel à trouver, qui était parfait à la fois pour construire un contenu de qualité, ça c'est le premier point, et puis qui répond aux attentes des parents, mais aussi pour permettre de proposer des contenus à un maximum de familles, et si finalement aussi notre objectif, c'est d'ouvrir à un maximum de familles les ressources que peuvent apporter la Fondation Ronald McDonald. Ok, merci beaucoup Thomas Méjean de votre présence et de vos mots qui sont très clairs, qui introduisent bien cette matinée. Et il va être maintenant l'heure de donner la parole à 3 experts de l'émotion. Merci Catherine. Je vous en prie, qui vont me rejoindre. Donc le docteur Catherine Emlé-Périssol, on peut les applaudir, ça peut les encourager. Bonjour, Monsieur Saverio Tomasella et Madame Hélène Romano. Installez-vous. Voilà, je crois que vous allez vous passer le micro. Ah non, peut-être qu'il y a des micros. Voilà, c'est bon. Alors, merci à tous les 3 d'être là. Nous plaçons tous nos espoirs en vous pour mieux comprendre et reconnaître les émotions de nos enfants, mais aussi leur apprendre à bien les vivre. Alors, ces échanges vont être ponctués en fait, de temps spécifiques pendant lesquels je vais poser vos questions, le maximum de questions qui viennent de la salle, mais aussi de questions qui viennent de nos réseaux sociaux. Alors, toutes les émotions sont les bienvenues. Je vais essayer d'oublier personne. Il y aura peut-être de la colère si je ne transmets pas tout de suite votre question. J'espère qu'il y aura en tout cas beaucoup de joie autour de cette table ronde qui va durer 1h30. Voilà, donc on a vraiment le temps de s'intéresser à cette question. On va prendre ce temps-là. Je rappelle que cette table ronde est retransmise en direct sur les réseaux sociaux de la Fondation Ronald McDonald, de Parents, de Môme et de Santé Magazine. Alors, je n'oublie pas mes slides et je vais maintenant donner la parole aux experts. Je vais commencer avec une question qui est simple mais fondamentale et je vais me tourner vers vous, Catherine Emlé-Périssol. On ressent tous des émotions depuis notre naissance. Pouvez-vous nous rappeler lesquelles exactement ? Bonjour à tous. Vraiment, je suis très très contente de participer sur le thème des émotions dans le cas de la parentalité, puisque par définition, tout être humain est un être émotif. C'est même avant la naissance. On sait même aujourd'hui qu'avant la naissance de la vie intra-utérine, ce phénomène émotionnel existe. Et ce phénomène existe parce que c'est un phénomène qui fait que nous sommes incarnés dans un milieu et donc dans la nécessité d'interagir avec ce milieu. Et les émotions font partie de cette interaction totalement naturelle, exactement à l'aune d'un système immunitaire. Donc personne ne songe à douter du système immunitaire, surtout dans cette période. Et le système émotionnel, c'est une sorte de système immunitaire. Et donc, ça a un langage. C'est pas simplement le ressenti ou le ressentiment que nous pouvons éprouver et que nous nommons la peur, la colère, la tristesse, la joie. Alors, si vous voulez, je peux commencer par la joie, émotion qualifiée souvent de positive. Et puis les autres qui sont malheureusement qualifiées de négatives, or, elles disent exactement le même processus, c'est-à-dire elles disent le désir d'être vivant dans la situation et donc le désir de trouver de la sécurité, de trouver une place, de trouver du sens dans la situation dans laquelle nous sommes. Et les enfants sont dotés de ce processus, parce que ça fait un peu technique, mais quand même, l'émotion, c'est un processus. C'est un mouvement, en fait, l'émotion.
Le mot même est motion, dit mouvement. Et donc, un enfant en colère, un enfant qui donne des signes de peur, d'angoisse, c'est un enfant qui témoigne d'une vitalité. Il en témoigne au travers de mouvements corporels, déjà, premièrement, mouvements corporels, mais aussi mouvements plus mental à travers le verbe quand il a accès à la parole. Mais de toute façon, tout son corps témoigne d'un élan vital, d'un désir d'existence, et que malheureusement, ce désir est souvent mal compris, mal écouté, mal pris en compte ou insuffisamment pris en compte. Or, dès que nous nous tournons et dès que nous tournons en tant qu'adultes notre regard sur cette intention de vie, j'ai envie de dire, tout change. C'est quelque chose qui s'ouvre naturellement dans la relation, simplement parce que émotion dit quelque chose d'un désir de vie. Et donc c'est ça que manifestent ces 4 grands types d'émotions. Et du coup, ces émotions, si je vous suis bien, elles servent à exprimer, à communiquer, en fait. C'est leur premier rôle. Elles servent à celui qui les vit, prioritairement, donc à l'enfant, au nourrisson. Elle a une fonction, comme le système immunitaire, c'est une fonction déjà pour celui qui l'éprouve. Il manifeste quelque chose de sa présence au monde. Et évidemment, cette présence au monde est interactive. Et donc, ça a aussi un effet, voire vocation, mais pas que, c'est aussi pour soi. C'est très important de l'entendre parce que malheureusement, nous réduisons souvent l'émotion de si l'enfant est en colère, il veut qu'on le prenne dans les bras. Ou pas, mais il témoigne de quelque chose d'important. Donc ce n'est pas que de la communication. C'est aussi un langage à soi-même. C'est un langage corporel, déjà de soi à soi. Et il ne s'agit pas uniquement de déculpabiliser le parent, mais il s'agit justement de lui donner la clé, comme quoi un enfant ému est un enfant qui témoigne d'une vitalité, déjà de se sentir lui-même plus vivant. Et ça, c'est très important dans le regard des parents. Alors, ce que je dois vous dire aussi, c'est que la Fondation Ronald McDonald a réalisé une étude avec OpinionWay, je crois que Thomas Méjean en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc avec un échantillon représentatif de parents. Et cette étude a été aussi faite avec parents pour recueillir les ressentis des parents. Et au sein de ces études, on a voulu vraiment savoir comment les parents décodaient les émotions, même si elles sont parfois non-verbales, hein, surtout chez les tout-petits. Et on voit sur ce petit sondage qui a été réalisé que les parents regardent les traits du visage et la gestuelle, le comportement. Moi, ma question, c'est est-ce que l'observation et l'instinct suffisent toujours? Est-ce que ce sont des armes suffisantes pour comprendre nos enfants? Ciel, je n'avais jamais imaginé que l'instinct était une arme. J'ai utilisé le mot arme. C'est une ressource. Effectivement, il y a un langage commun à toute l'humanité. 8 milliards, je ne sais pas si on est 8 milliards, c'est pas loin, d'individus sont dotés de capacités d'interprétation, autrement dit d'interaction, parce qu'il y a ces informations qui passent d'individu à individu, et donc le parent perçoit qu'il se passe quelque chose chez l'enfant, et il le perçoit à la fois parce qu'il le perçoit avec ses sens, et évidemment, ça produit un décodage chez le parent de « tiens, il se passe quelque chose chez l'enfant », et donc une observation. L'idée étant évidemment de demander aux parents d'être dans cette observation, et puis surtout de prendre le temps d'entrer en contact avec cette information qui est donnée au travers de l'émotion, prendre le temps d'observer, de regarder, voire éventuellement même de toucher pour voir ce qui se passe, et d'accepter, c'est évidemment le passage le plus délicat, d'accepter que l'enfant puisse exprimer son langage émotionnel, pas simplement parce qu'il a le droit, je sais qu'il y a très souvent, tu as le droit d'être en colère mon chéri, tu as le droit d'avoir peur, mais ce n'est pas une histoire de droit, c'est une histoire d'existence. Et donc c'est important que le parent, qui est doté de ce même potentiel émotionnel, sache qu'il va inévitablement rencontrer l'émotion de son enfant. D'accord.
Très bien. Je vais me tourner vers vous, Saverio. Vous parlez, vous, dans vos livres, de suivre le trajet sensoriel de l'émotion. Alors, ça paraît un peu technique comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, bonjour à chacune et chacun. Désolé de vous tourner le dos. Déjà, je suis tellement content d'entendre tout ce que Catherine vient de dire, merci, qui a besoin d'être rappelé et répété pour qu'on l'intègre, qu'on le comprenne et qu'on puisse le mettre en pratique, parce que c'est difficile pour tout le monde, même quand on est soi-même thérapeute et qu'on essaye de bien connaître les émotions. Alors, comme l'a dit Catherine, ça passe par le corps, et plutôt que de vouloir faire un discours sur l'émotion, où on a le risque de se tromper, déjà soi-même, quand on essaye d'exprimer une émotion, on ne va pas forcément trouver les mots justes, on a besoin de temps, etc. Donc plutôt que de passer tout de suite par le verbal, il y a des techniques qui sont issues des recherches en neurobiologie qui montrent qu'en fait, nos émotions, elles sont vécues dans le corps et qu'on peut suivre leur trajet physiologique, puisque nos nerfs sont partout dans notre corps, en fermant les yeux et en essayant de se rendre compte de ce qu'on ressent. Donc si je prends un moment de contrariété, parce que comme le montre la roue des émotions, et encore je trouve que la roue des émotions est trop simple, comme le montrent certains exemples, nos émotions, elles sont aussi mêlées. On peut avoir un peu d'énervement avec de la contrariété, une petite anxiété avec de la joie ou de l'excitation. Donc plutôt que de se dire « je suis en colère », alors que non, c'était simplement une contrariété ou un agacement ou un petit énervement, je ferme les yeux et je sens ce qui se passe dans mon corps. Donc comme j'ai eu une contrariété tout à l'heure, je vais faire l'exercice avec vous. Je sens que dans mes pieds, il y a une espèce d'impatience, presque de malaise, et puis ça monte au niveau des chevilles. Voilà, alors c'est un peu chaud au niveau des chevilles, et puis je sens une tension en bas des mollets, qui remonte derrière les mollets, et voilà, maintenant ça va plutôt vers les genoux. Et au fur et à mesure de ce trajet sensoriel de l'émotion, elle disparaît, c'est-à-dire que le système nerveux dans son ensemble, les nerfs du corps, mais aussi le cerveau, vont traiter les informations sensorielles, et petit à petit, l'émotion disparaît. Donc là, j'ai parlé des pieds, des chevilles et des mollets, mais parfois, ça va être l'estomac noué, la gorge serrée, la bouche sèche, la langue pâteuse, ou au contraire, mal aux yeux, mal au front, etc., ou on a les épaules tendues. Ça dépend vraiment de l'émotion qu'on vit. Et généralement, ce que nous disent les études, c'est que notre système nerveux, dans son ensemble, cerveau compris, ont besoin de 2 à 3 minutes pour traiter l'information émotionnelle. Alors ça peut paraître beaucoup dans notre monde très agité, et surtout dans les grandes villes, où on est souvent pressé dans l'urgence, mais en fait, c'est pas grand-chose. Si on prend le temps 1 à 2 minutes pour écouter son émotion dans le corps, eh bien, elle va suivre son trajet et faire ce qu'elle a à faire finalement, apporter les informations qu'elle a apportées, ce qui ne nous empêchera pas, une fois ce petit exercice fait, de lui trouver ou donner du sens, ou de trouver ce que cette émotion est venue dire dans la situation relationnelle, dans la situation avec l'environnement que nous avons vécu. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse bien complète. Que se passe-t-il du coup si les émotions ne s'expriment pas ou ne sont pas bien comprises ? Alors, c'est pas du tout la même chose. Les émotions s'expriment. Il y a juste beaucoup déjà de tonalité émotionnelle, de coloration émotionnelle, et puis beaucoup de variété pour arriver à exprimer. Un enfant qui est fermé, qui se tait, c'est une manifestation émotionnelle. Évidemment, elle est beaucoup plus manifeste quand il y a une explosion à la fois de colère, d'angoisse. Mais nous ne pouvons pas, et ça c'est vraiment un point extrêmement important, nous ne pouvons pas être exemptés de manifestations émotionnelles, même si nous sommes totalement convaincus que l'enfant ne les manifeste pas, ou que nous-mêmes on arrive à gérer, je déteste ce terme, nos émotions. Ce n'est pas possible. Nous sommes émus par définition en tant qu'être humain, et nous avons une gamme extrêmement large pour les manifester. Et effectivement, moi je rejoins complètement Saverio, c'est commençons déjà par porter attention à la façon dont elles circulent dans le corps,
avant de s'en emparer dans des interprétations, dans des projections, dans des déceptions vis-à-vis de soi en tant que parent et vis-à-vis de l'enfant. Très bien. Merci beaucoup. Je vais regarder sur mon petit document, j'ai reçu déjà pas mal de questions. Peut-être que dans la salle, il y a déjà des questions aussi. Peut-être que certains parents qui sont parmi nous ont connu des crises de larmes incompréhensibles de leurs enfants, n'ont pas réussi à décoder ce qui se passait. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent s'exprimer? Vous êtes timide pour l'instant. D'accord. Alors, il y a une question qui a été posée sur les réseaux sociaux de Amy Debo-Renaud qui nous dit comment aider une petite fille de bientôt 10 ans à mieux gérer ses émotions. J'ai beaucoup parlé avec elle depuis petite et je suis parfois démunie. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut répondre à cette maman? Alors, bonjour à tous, à toutes. Peut-être pour répondre en faisant le lien avec ce qui a été dit dans la continuité, l'émotion c'est la vie et peut-être ne pas en avoir peur, ça serait déjà important dans une société qui contrôle beaucoup, qui essaye d'être dans la perfection. Et toute émotion, toute façon de réagir, si on n'en a pas peur en tant que parent, on pourra s'accorder à son enfant. Vous posiez la question tout à l'heure, si en tant que parent, j'arrive pas à décrypter, j'arrive pas à comprendre mon enfant, il peut y avoir un malentendu, un malaise qui s'instaure. On va plus sentir un bon parent, on va plus sentir gratifié par son enfant et on risque de plus être disponible pour lui psychiquement, de plus être patient. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour répondre à cette maman, peut-être que une des choses, c'est une piste, je crois qu'il y a beaucoup de pistes, c'est s'écouter soi-même en tant que parent. Qu'est-ce que l'émotion de mon enfant me fait à moi? Qu'est-ce que je ressens moi par rapport à ça? Pour redevenir disponible. Parce que peut-être que sa maman sent sa petite jeune fille, petite grande fille, 10 ans, c'est un âge entre deux, énervée, triste, mais peut-être que cette jeune fille dirait autre chose, dirait qu'elle est anxieuse, dirait qu'elle est en colère. Donc on n'est pas forcément sur le même registre entre parents et enfants, et c'est souvent important pour essayer d'accompagner nos enfants au mieux à apprivoiser les émotions, de ne pas en avoir peur, de s'autoriser à dire « ça me fait quoi de voir ma fille comme ça ?» et d'en parler avec elle, de lui apprendre en effet à comprendre ce qui se passe, comment ça circule, comment ça se manifeste dans son corps, pour l'apprivoiser. C'est vraiment quelque chose de... On co-apprivoise l'émotion, on s'accorde mutuellement par rapport à ça, et on accompagne au mieux son enfant, quelque part quand on s'accompagne soi-même. Pour accompagner l'émotion de son enfant, souvent il faut aussi en tant que parent, et c'est pas le plus simple, parce qu'on a des longues journées, s'autoriser à gérer soi-même ses propres émotions. Très bien, merci beaucoup. Vous avez une question ? Je pense que si c'était... Oui, non, mais si c'était clair, je crois qu'on ne serait pas là. Et être parent, c'est une merveilleuse aventure. Mais c'est une aventure. Un enfant qui fait une crise, alors il peut faire une crise parce qu'il a mal, parce qu'il est malade, parce qu'il a très peur, parce qu'il est très frustré, parce que pour un échantillonnage incroyable, qui n'est pas toujours celui qu'on pense. Encore une fois, des fois, le parent a une idée, l'enfant peut en avoir une autre. Si on est assuré que l'enfant ne souffre pas, elle ne s'est pas blessée, c'est pas pour ça qu'elle hurle et qu'elle a mal, c'est quand même important de porter soin en priorité. Elle peut aussi avoir besoin d'une forme de décharge par rapport à ça et lui permettre de comprendre que manifester son émotion, je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure par les collègues, c'est pas un droit, c'est presque un devoir, enfin, c'est la vie. De ne pas en avoir peur, elle peut tout à fait être en colère, être frustrée, l'aider peut-être à la canaliser en comprenant, il y a différents supports qui peuvent exister, qu'il y a un temps pour pouvoir dire si on est en colère, manifester sa colère, comprendre ce qui se passe dans son corps. Mais l'enjeu, véritablement, surtout avec des tout-petits qui parlent peu, parce que quand ils parlent, c'est un peu plus facile, c'est l'impact de ces émotions sur vous.
Et l'enfant va percevoir quand son parent est énervé, est en colère, est impatient, lui dit « j'en peux plus, t'es plus possible, va dans ta chambre parce que vraiment on n'en peut plus ». Dans l'idéal, ce serait de rester le plus calme possible pour que l'enfant perçoive que son émotion ne nous déborde pas. Même si je suis absolument épouvantablement en colère, maman, papa est là, tiens le choc, même pas mal, c'est pas que je suis indifférent, mais ton émotion ne va pas m'attaquer en tant que parent. Attaquer, c'est un terme un peu fort, mais on voit bien des papas, des mamans, et encore une fois, moi aussi je suis parent, et c'est pas toujours simple au quotidien avec la vie et le contexte actuel, de rester disponible. Ok, je suis là, je t'abandonne pas, mais plus elle va voir que ça vous met mal, malheureusement, je ne sais pas ce que pensent les collègues, mais plus souvent ça va monter en puissance. Donc montrer qu'on est présent, non pas qu'on est indifférent, s'assurer qu'il n'y a pas de souffrance physique, ça c'est vraiment fondamental parce que ça peut être aussi une situation. Essayer de mettre des mots, essayer de comprendre. Puis l'enfant, des fois, il a besoin aussi de décharger sans qu'on en ait peur. L'enjeu, je pense, c'est, quand on dit d'apprendre à gérer l'émotion, c'est aussi de les aider à ne pas avoir peur de leur émotion. En effet, on dit souvent avoir de la peur, de la colère, c'est négatif. Pas tant que ça. Ça devient négatif, le sens qu'on va y donner, en fait. Merci. Je voudrais juste ajouter un point. Il y a vraiment dans notre culture l'idée selon laquelle une émotion, on va chercher en tant que parent à comprendre. Et donc nous allons, je me réfère au témoignage précédent, beaucoup parler avec l'enfant, ce qui est vraiment un atout extraordinaire en termes d'acquisition du langage. En termes d'apprivoiser ses émotions, le langage est un peu secondaire. Et donc, parce que le langage, l'émotion est déjà un langage en tant que tel. Et donc, malheureusement, il y a une espèce d'illusion culturelle sur laquelle, si je parle beaucoup avec l'enfant, il saura mieux gérer, traiter ses émotions, prendre du recul, etc. C'est une illusion. Voilà, il faut casser le mythe. C'est entrer en rapport de présence corporelle, d'attention, de regard, d'observation, voire de toucher avec l'enfant et lui permettre de rentrer en rapport avec son corps. C'est ça qui va permettre de diminuer l'intensité chez l'enfant, qui est d'abord éprouvé avant de pouvoir mettre les mots sur quelque chose qui le déborde. Il ne sait même pas en général ce qui lui arrive. Alors justement, j'ai une question qui vient d'arriver d'Annabelle Fate, j'espère que je ne déforme pas trop les noms de famille, qui dit « Quand ma fille est en pleurs, à chaque émotion qu'elle ressent, elle me demande des câlins. C'est finalement assez normal. » C'est pour ça que la question vient à propos. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a... alors là, on va parler d'instinct, il y a une dynamique émotionnelle, naturelle, qui tend à chercher du réconfort. C'est un doudou, c'est le parent, c'est la solitude, ce sont les pleurs, c'est une façon de se recroqueviller. Enfin, tout ça, c'est déjà tout un langage dans lequel le parent peut entendre finalement les ressources naturelles qui existent chez l'enfant. Elles existent. C'est évidemment aux parents de les reconnaître, de les valoriser, d'apprendre aussi à l'enfant à les nommer et à les reconnaître comme des ressources. Sinon, le parent devient totipotent, c'est-à-dire est censé pouvoir tout comprendre, tout accepter, tout. On voit bien. Vous voyez ce que oui, on voit bien, je pense. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie de la table ronde. S'il y a des questions qui vous viennent, on pourra peut-être y revenir à la fin si on a du temps. Cette deuxième partie, elle va être consacrée au contexte en fait, ambiant dans lequel nos enfants grandissent, un contexte parfois anxiogène. Et puis, on va aussi parler de la maladie. Ces deux facteurs-là peuvent évidemment impacter les émotions des enfants, et c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire un temps d'échange spécifique. Voilà.
Donc, c'est pas toujours facile de comprendre les émotions de nos enfants, ça on l'a vu. Donc, et d'ailleurs, il ne faut pas toujours essayer de les comprendre. Je vais me reprendre pendant. J'apprends en même temps. Le contexte de cette crise sanitaire, en fait, notamment, est venu un peu brouiller les pistes, est venu nous changer nos repères et nous mettre un challenge supplémentaire. Nous-mêmes, on était un petit peu affectés, on était très affectés, on était anxieux aussi. Dans l'étude qui a été menée, on voit qu'on est nombreux à avoir perdu patience. Il y en a 59% qui l'ont avoué. Combien ne l'ont pas avoué? Je vous laisse deviner. Mais voilà, c'est un chiffre qui nous parle beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Hélène Romano, et essayer de comprendre avec vous comment ces enfants ont été touchés, revenir un petit peu en arrière, mais aussi en élargissant un petit peu sur le contexte. On peut parler de la guerre en Ukraine et tous les autres conflits qui peuvent se présenter malheureusement autour de nous. On peut parler du climat, qui est aussi un sujet qui inquiète énormément les enfants parce qu'on les sensibilise, mais voilà, ça a cet écueil. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en tant que parents? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on fait un petit déni? Voilà, quels sont vos conseils? Alors, je pense que les parents, ils font ce qu'ils peuvent dans un contexte particulièrement compliqué, même si toute période, pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne suis pas certaine que c'était plus simple. L'histoire de l'humanité est faite de crises. Ce qui change probablement actuellement, c'est l'impact des médias. Si on compare la guerre en Ukraine avec la guerre du Kosovo, moi j'ai beaucoup accompagné des enfants à cette période-là, c'est pas du tout la même chose parce que les images n'étaient pas aussi présente dans le cadre des médias. Donc, peut-être faire un petit pas de côté en lien avec les émotions et tout ce qui a été dit. L'enfant, pour bien grandir, il a besoin de se sentir protégé psychiquement, un parent disponible qui est là, qui accueille les émotions. Je suis tout à fait d'accord, on n'est pas là pour les contrôler. Les accueillir, apprendre à les décrypter. Il a besoin d'être sécurisé, ça c'est l'aspect plus matériel, d'avoir une bonne estime de lui-même. Bien sûr d'être aimé, les parents incestueux aiment leurs enfants, donc on va être prudent avec ce terme. Mais il a besoin d'avoir un parent qui est là et qui a confiance en lui. Pour ça, le parent, il doit être bien, enfin pas trop mal. Et il y a des périodes de la vie où on n'est pas bien. Quand on est malade, quand son enfant est malade, quand on a une rupture sentimentale ou quand on est amoureux, on est moins disponible pour son enfant et l'enfant sent que le parent est moins présent. Et le parent, il est alors, je vais prendre un terme peut-être qui pourrait prêter à discussion avec des collègues, mais j'ai presque envie de dire c'est l'airbag émotionnel de l'enfant par rapport au monde extérieur, un peu un filtre. C'est-à-dire que l'enfant, par rapport à des choses qu'il peut voir, s'il n'a pas son parent, il ne va pas comprendre. Moi, je suis beaucoup intervenue dans les écoles, entre autres, depuis quelques années, au moment des attentats new-yorkais, et en maternelle, les enfants disaient ils n'ont pas vu 2 avions, mais des milliers d'avions. Ils n'avaient pas la capacité de comprendre qu'il n'y en avait que 2, et que c'était des images en boucle. Donc c'était extrêmement anxiogène. Là, au moment de la crise sanitaire, on a eu certaines familles, pas tout le monde, et puis on peut couper la télé, mais les enfants, quand ils ont une vie sociale à l'école ou chez des parents, des copains de parents, il y a la télé. On avait tous les soirs ce chiffre épouvantable du nombre de morts qui était annoncé de façon tout à fait sordide. On ne nous fait pas cette annonce tous les jours des morts d'accidents, de maladies, etc. Mais là, mort Covid tous les soirs. Et c'était extrêmement anxiogène. Et ça a été un temps de deuil. Le deuil en psychologie, c'est la perte. La perte des repères, la perte de la confiance en l'avenir, la perte de la confiance en soi. Et je ne suis pas surprise que les parents aient craqué quelque part et pas été disponibles, tellement c'était anxiogène aussi pour soi-même. Et ce qui est compliqué pour les enfants, alors un enfant c'est 0-18 ans, enfin on est tous enfants de quelqu'un, un mineur, qui est dépendant de l'adulte, et l'infant c'est celui qui ne parle pas, d'où le fait d'être le porte-parole, le porte émotionnel de son enfant. Dans le contexte actuel, souvent c'est que les adultes sont impactés véritablement, moins disponibles. Alors on leur dit c'est la guerre. Alors c'était la guerre du Covid. Moi j'ai un petit patient qui avait perdu son papa, et au moment de la guerre en Ukraine, il n'y comprenait plus rien, il avait 5 ans, il me dit mais c'est pas la guerre en Ukraine, ils n'ont pas de masque. Bah oui, lui il a grandi avec la guerre, c'est le masque et le gel hydroalcoolique. Donc on lui dit c'est la guerre en Ukraine. Là on dit c'est la guerre de l'essence, la guerre du climat, la guerre de la météo, enfin c'est la guerre partout. Où est-ce qu'il y a un peu de paix
C'est compliqué pour les enfants. Et c'est d'autant plus compliqué que nous, on est quand même assez stressés, à la fois en raison du contexte géopolitique, du contexte économique, du contexte écologique. On se demande sur quelle sphère on peut se projeter positivement. Donc les enfants, ils ont besoin de ça pour avoir confiance dans l'avenir. Si je reprends encore des tout petits au moment des attentats à Paris, en maternelle, j'étais intervenue dans une classe où il y avait eu des décès d'enfants et d'enseignants, des petites maternelles, donc des 3 ans, des toutes petites sections, tout petits mini-meus, on parlait des émotions. Et qu'est-ce qu'ils ressentaient? Donc ils arrivaient à dire la peur, la très grande peur. Et qu'est-ce qui faisait peur? Alors dans Paris, à ce moment-là, il y avait des militaires qui circulaient, il y avait toute une ambiance dans le 10e particulière avec les hommages, alors les fleurs, les dessins, c'était chouette au début, puis avec la pluie, c'était un peu sinistrosique sur la fin. Et des maternelles, qu'est-ce qui faisait peur? Il y avait 2 choses. Être au chômage, alors des 3 ans au chômage, on voit bien que les parents doivent discuter à la maison de l'ambiance, mais surtout quelque chose, moi, que j'ai beaucoup entendu à cette période-là, attraper l'adolescence, comme si c'était une maladie. Autrement dit, grandir, c'est dangereux. Pas pour tous, pour ces enfants-là. Et on voit certains parents inquiets par rapport à l'adolescence, des adolescents très inquiets pendant la pandémie, en fait, de se projeter vers l'avenir. C'est-à-dire que ces tout petits, si à 3 ans, ils ont peur de grandir, c'est pas une peur qui vient comme ça. C'est qu'ils entendent des gens parler, ils voient des choses, et ils n'ont pas forcément les ressources à ce moment-là pour décrypter. Ça va être très compliqué pour eux. Donc par rapport à tout ce qui est crise, deuil, perte, deuil au sens de perte, que sont ces périodes chaotiques de guerre, de crise sanitaire, c'est compliqué pour les adultes parce que nous-mêmes, on n'a pas nos propres repères, mais l'enjeu, c'est ça. Pouvoir accueillir l'émotion de son enfant, c'est aussi accueillir la sienne propre, ce qui n'est pas facile, d'où l'importance d'avoir des temps d'échange comme ça. Donc en fait, être plus dans, déjà, alors je vais utiliser le mot gestion, c'est pas le bon mot, mais être déjà dans l'accueil de ses propres émotions et pas forcément être dans la discussion. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, nous, en tant que parents, on a envie de mettre des mots, c'est ce qu'on a beaucoup entendu aussi. Alors donc mettre des mots, c'est pas toujours simple quand on n'a pas soi-même digéré en fait ce qui se passe, si alors, je suis bien. Le propre, oui, tout à fait. Le propre des situations traumatiques, le traumatisme, c'est la confrontation à la mort. Dans la réalité, alors un petit ne perçoit pas la mort comme un grand, mais cette espèce de rupture par rapport à leur continuité de vie, ça c'est le propre de ce qu'on appelle un événement traumatique, parce que comme on l'utilise pour tout et rien, je préfère le repréciser. Mais la spécificité d'un événement traumatique, c'est qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est indicible. Donc, alors, j'entends bien et je comprends bien. Et en effet, ça a été presque très culpabilisant à un certain moment de dire aux parents, il faut parler à votre enfant, voilà, ouais. S'il va mal, c'est que vous lui parlez mal. Mais comment voulez-vous? Alors, déjà, il faut qu'il cause. Les petits, c'est compliqué. Puis même un peu plus grand, qui trouve les mots. Il n'a pas les mots. Le propre de quelque chose qui déborde émotionnellement, c'est qu'on n'a pas les mots. Et on sait qu'à partir du moment où on arrive à mettre des mots, à faire un récit, à rendre intelligible ce qu'on ressent, on n'est plus débordé par l'émotion, on l'apprivoise, on n'est plus là à l'accueillir et à nous déborder, on l'apprivoise et on n'en a plus peur, on en fait une force. Et la grande difficulté, c'est ça, c'est que dans ces contextes-là, traumatiques, on n'a pas les mots pour décrire. Au moment de l'allocution présidentielle nous indiquant qu'on allait être confinés, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui se représentait ce que ça allait être du côté des adultes et encore plus du côté des enfants. La guerre en Ukraine, on ne sait pas trop où on va. Je pense qu'aucun géopolitique est en capacité de nous dire où on sera dans un an par rapport à ce conflit. Donc le temps de l'incertitude, psychiquement, c'est pas facile à gérer pour les enfants, mais encore plus pour les adultes. Donc s'autoriser à dire à son enfant, actuellement c'est compliqué, il y a plein de choses compliquées, mais je suis là, tu peux compter sur moi, tu n'es pas tout seul. Peut-être juste se prendre dans les bras, dans le portage et dans le corporel. Ça, c'est quelque chose qui, et souvent peut paraître anecdotique, très simple, mais qu'on oublie de faire parce qu'on est, voilà, il faut faire, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler à nos enfants, mais pas que. D'accord. C'est vrai cette question revient, même avec les petits, on se dit, est-ce qu'il faut leur expliquer ce qui se passe, parce qu'ils le ressentent peut-être, et est-ce qu'il faut mettre des mots? Donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent.
les enfants qui ont vécu donc ce contexte-là, toute cette génération, c'est une grosse inquiétude aussi qu'on partage, je pense, tous. Est-ce qu'ils vont avoir en fait des séquelles? Est-ce qu'on a une idée en fait de l'impact que ça peut avoir sur eux? Il y a plusieurs études actuellement en cours sur la génération. Alors, on a parlé de la génération Bataclan parce que je parle pour les Parisiens. Il y a quand même eu les attentats, il y a quand même eu les conséquences des manifestations avec Paris qui étaient dans des états assez très anxiogènes pour des enfants, les magasins qui étaient avec des planches de bois, les poubelles brûlées, les voitures retournées, c'était pour les enfants extrêmement anxiogène. Il y a eu la pandémie, le confinement, il y a la guerre en Ukraine, on leur dit que la planète brûle, il y a la canicule, on va avoir. Là, il y a la crise économique, il y a la guerre de l'essence. Confiance. C'est compliqué. Donc, la grande difficulté, c'est que je pense que personne aujourd'hui peut prédire en disant on n'est pas sur de la prédiction, Madame Irma, ils vont tous être traumatisés. Ce que l'on sait dans les études d'enfants exposés à des contextes de guerre, il y a eu quand même beaucoup d'études, entre autres après la Seconde Guerre mondiale et après par les ONG pour les enfants qui ont vécu des conflits plus récents, plus modernes, c'est que c'est pas systématique. Être confronté à un événement traumatique ne va pas automatiquement entraîner une blessure psychique en termes de trauma et des troubles post-traumatiques. Donc dire ils vont tous être traumatisés, si c'est avoir été exposé à un événement qui est la mort, oui, mais je vais mettre les pieds dans le plat, la vie est traumatique, on va tous mourir. C'est impossible, mais à un moment donné, il faut être aussi réaliste. La vie, elle est faite de moments merveilleux, de grands bonheurs, de choses superbes, mais la mort fait partie de la vie, la souffrance fait partie de la vie. Et le confinement et ce qui se passe actuellement est probablement un temps qui nous rappelle cette évidence et qui nous permet peut-être de nous ancrer de façon plus réaliste dans la vie. On va plus être dans le déni de tout ça, aider nos enfants à mieux gérer les émotions, parce que moi je vois l'évolution au moment des attentats, on entendait faut pas avoir peur, même pas peur. Bah si, j'ai peur, je suis mort de trouille. Mais qu'est-ce que je fais de ma peur? Comment habituellement je la gère? Comment elle s'exprime? Ça me fait quoi dans mon corps? Ça dit quoi de moi? Comment je pourrais plus tard être par rapport à cette peur? Donc on est probablement du fait de l'accumulation là sur ces derniers temps, mais l'accumulation elle a existé à d'autres périodes de l'histoire. Je pense que le focus est différent à cause de la couverture médiatique et des images qui ont un impact particulier. Il y a peut-être aussi un conseil à donner par rapport à cette exposition aux images qui est peut-être des fois trop importante ou pas adaptée aux âges. Qu'est-ce que vous en pensez? Serge Tisseron a beaucoup travaillé sur l'impact des images qui font partie de la vie, même si chez vous, il n'y a pas la télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas... Vous êtes en zone blanche, il n'y a rien du tout. Vos enfants, dès qu'ils vont à l'école, ou s'ils vont dans la famille, ou chez des amis, ils auront peut-être des écrans. Donc c'est plus éduquer aux écrans. Et avoir cette notion, parce que ça, on le sait, on a fait quand même pas mal d'études, que des images peuvent être extrêmement violentes pour des enfants, surtout des petits. On a eu des mamans qui allaient devant des images de chaînes d'infos continues qui sont plus disponibles pour leur bébé ou de biberon, mais qui regardent les images parce qu'il y a le côté sidération par rapport à l'horreur, ou de tout petits qui voient, mais on ne leur explique pas. Je vais vous donner l'exemple des Twin Towers, parce que je pense qu'il illustre quand même beaucoup les choses, où ils ont l'impression que les images dans le salon, comme ils n'ont pas la capacité cognitive de faire la part des choses, c'est dans leur maison. Donc il va y avoir la guerre dans leur maison. Cette distanciation, ils ne l'ont pas. Si on les éduque aux images, c'est-à-dire on apprend peut-être aussi à se parler. Ça peut paraître, on a dit, il n'y a pas que la parole, mais on apprend à être avec son enfant et pas que les écrans. Moi, j'avais fait une étude il y a déjà, avant la Covid, dans l'Académie de Bordeaux, sur l'impact des images, et en 6e, des enfants de 6e, sur le temps passé derrière les écrans, donc ça va faire plus de 6 ans maintenant, c'était plus de 5 heures jour scolaire, je ne parle même pas du week-end, et pas de la pandémie, et ils passaient moins de 10 minutes à parler et à être avec leurs parents. C'est-à-dire quand vous avez, il ne s'agit pas de diaboliser les écrans, mais quand il n'y a que ça, quand c'est l'écran qui rassure, quand c'est l'écran qui informe, l'écran ne permet pas de développer l'empathie, ne permet pas de développer l'altérité qui permet à l'enfant d'être
dans la relation à lui-même et aux autres, et dans ses émotions, dans l'accordage émotionnel. Ça, c'est compliqué, donc il ne s'agit pas de dire on coupe tout, mais de dire on peut s'autoriser à couper, mais on apprend à nos enfants qu'une image, c'est une représentation de la réalité, qu'il y a des images qui peuvent faire mal. Si on les voit parce qu'on a été nous pris par l'émotion de l'image, on apprend à décrypter. Alors je vais prendre un exemple encore une fois. Moi, je m'étaye beaucoup sur ma pratique avec les enfants. Au moment de l'annonce du confinement, c'était très solennel. Le président a parlé de façon extrêmement martiale. C'était un moment très important. Il nous a dit et répété que c'était la guerre, en nous fixant pour bien marquer l'importance de la situation. Et moi, j'accompagnais à ce moment-là un petit garçon de 5 ans dont le papa venait décéder d'une maladie grave. Et je le vois juste après, le lendemain. Et la maman avait été assez sidérée et terrorisée, puisque le papa était décédé à la maison. Il fallait être confiné à la maison. Donc c'était juste insupportable pour eux. Et le petit garçon m'explique, c'est la guerre. J'essaie de voir ce qu'il a compris. C'est la guerre, le virus va nous tuer, tous nous tuer si on sort. C'est la guerre. Et je lui demande comme ça, le virus, est-ce que tu connais son nom? Et ce petit garçon me dit, c'est Macron. Parce que lui, dans son court-circuitage, donc s'il n'y a pas un parent pour reprendre, non, c'est la Covid, il va réinterpréter les choses. Alors des fois, il réinterprète un enfant face au... On discutait de ce qu'étaient les terroristes, qui m'avait dit, c'est des terreaux tristes. Parce qu'ils... Voilà, c'est leur monde à eux. Ils vont retraduire, théoriser autour de ça. Mais la théorie, les théories des enfants face à des événements traumatiques, quand l'adulte les abandonne, entre guillemets, psychiquement, parce qu'il est lui-même trop débordé, il va être seul et ça peut vraiment être très compliqué pour lui. Donc accueillir, pas parler beaucoup, mais parler quand même suffisamment pour expliquer ce que l'enfant voit, notamment sur les écrans. Lui demander, donc la parole a lui quand même demander son ce qu'il a importance. compris. Lui demander. Oui, c'est vraiment parler du réel. Parler du réel. C'est une petite anecdote. Je sors de la gare Saint-Lazare, à l'époque, manifestation un samedi, avec un petit garçon de 5 ans. Et donc, c'était un peu chaud, on va dire. Donc, on s'éloigne. Et puis, il y avait une boutique que cet enfant connaît, déjà rentré. Et donc, c'était les panneaux de bois pour protéger, etc. Et donc, il passe devant. Et puis, il me dit, mais ils ont fermé. Je dis, oui, ils ont fermé. Donc, ce que j'ai fait à ce moment, et donc il commence, oh là là, on ne peut plus y aller. Et donc je voyais effectivement l'anxiété monter, et je lui ai proposé que l'on regarde comment les gens de la boutique avaient protégé leur boutique. Et donc on s'est arrêté devant tous les deux, et on a commencé à regarder comment ils avaient fait pour protéger. Et à la fin, il m'a demandé un crayon en me disant donne, je vais faire quelque chose. Donc je lui donne un stylo, il s'approche d'un panneau et il dessine un soleil. Et puis on est parti. Et donc ce rapport au réel, c'est qu'est-ce que je peux faire moi, enfant, dans le réel, avec lequel, qui est le milieu dans lequel j'existe. Et que évidemment, ce petit dessin, j'avais vu ça dans un petit coin, ce petit dessin ne change rien à la réalité, mais le change lui dans son rapport à la réalité. Et l'émotion, c'est ça que ça raconte. C'est quelles ressources j'ai face au réel. Ce que je peux faire, moi, petit garçon, c'est dessiner un soleil. Je ne peux rien faire de plus, mais je peux faire ça. Et donc, cette ressource-là, les enfants l'ont naturellement, pour peu qu'on leur donne la possibilité d'entrer en rapport avec le réel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce contexte peut-être sur l'écologie aussi, ça me fait penser à ça. C'est vrai que quand les enfants sont dans l'action par rapport à toutes ces questions d'environnement, on sent que ça les soulage. Voilà. Alors, je ne souhaite rien ajouter sur ce qui a été dit, avec lequel je suis complètement d'accord, et encore moins ajouter des choses sur le contexte, parce que ça va, on a assez des informations. Je voudrais simplement compléter par le fait que, ayant beaucoup travaillé sur les catastrophes naturelles ou humaines, sur les désastres et les traumatismes graves, parfois ce qui aide, c'est plus que des mots, la boisson chaude qu'on va donner à la personne qui a vécu la catastrophe, la couverture qu'on lui propose, ou une simple présence assise à ses côtés.
Et qu'avec nos enfants, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments, plutôt que de leur faire un long discours sur leurs émotions ou sur autre chose, c'est simplement: est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as besoin que je m'assoie à côté de toi? Est-ce que tu veux qu'on chante une chanson? Chantez avec vos enfants, chantez. Et notamment, je le proposerai tout à l'heure dans l'atelier, il y avait des gestes, moi quand j'étais enfant, j'ai 56 ans, des gestes qu'on faisait, un siphon fond, ça va faire peut-être rire beaucoup de personnes dans la salle, ou les rondes qu'on faisait, les farandoles. Et en fait, ça passe par le corps. Et on sait aujourd'hui, avec les chercheurs en neurobiologie et sur la théorie polyvagale, que tous ces gestes du corps sont des gestes qui apaisent le système nerveux et qui nous permettent de bien vivre nos émotions. Moi aussi, je n'aime pas du tout ce terme barbare de gérer ses émotions. Je pense qu'on ne gère pas nos émotions. On les vit, on les apprivoise, on les comprend. Parfois, on est dépassé par elles. Voilà, parfois, on est surpris. Mais on a d'autres choses plus humaines à faire. Et avec les enfants, petits ou grands, il y a aussi des gestes très simples qui sont les gestes de bercement. Il y a des cultures, des traditions dans lesquelles les enfants sont bercés. Et on n'a pas peur de bercer un enfant, même après 2-3 ans, ou à inciter l'enfant à avoir un petit mouvement du corps. Et ces choses toutes simples favorisent le retour à l'équilibre neurosensoriel, qui est fondamental parce que c'est physiologique. Et que dans notre incarnation d'humain, on a vraiment besoin d'être bien dans notre corps. Ok, merci beaucoup pour ces ajouts, ces précisions sur le corps. C'est super intéressant. On va continuer sur ces thématiques un petit peu tristounettes, mais qui sont quand même la réalité pour plein de familles. Et ce pourquoi on est aussi là aujourd'hui avec la Fondation Ronald McDonald, c'est la maladie. En fait, dans ces moments-là, on imagine que les émotions sont sans dessus-dessous et qu'on n'arrive pas toujours à verbaliser. Alors peut-être qu'il ne faut pas toujours verbaliser, on va le savoir dans un instant, mais les enfants n'arrivent peut-être pas aussi à montrer ce qu'ils ressentent, peut-être essayent de se montrer forts. Les adultes ont certainement peur d'empirer les craintes des enfants, de dramatiser. Il y a de la pudeur. Enfin voilà, c'est vraiment, on imagine que c'est des situations compliquées. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus, sur les émotions quand une famille traverse ces épreuves de maladie? On parle surtout de la maladie des enfants là aujourd'hui. Alors peut-être rappeler qu'il n'y a pas un enfant des enfants, pas un parent des parents, donc ce qui peut être très soutenant pour l'un ne sera pas pour l'autre. Ça, il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'outil prêt à penser, ça c'est important. La maladie à hauteur d'enfant, elle va dépendre de l'âge de l'enfant. Parce qu'un petit, déjà, tout petit ne parle pas, donc c'est beaucoup le corps qui va s'exprimer. Et en effet, l'ancrer dans quelque chose où on recrée de l'altérité, de l'humanité, c'est extrêmement important sur des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui permettent à chacun de se repositionner comme être humain, avec des petits qui parlent peu. On est beaucoup dans cet ancrage-là à la réalité, dans les contextes de prise en charge d'enfants malades, on est sur les enfants malades. L'enfant malade, il y a aussi sa fratrie, mais l'enfant malade, quand il grandit, il n'a pas forcément la représentation de ce qu'est la maladie, comme peuvent l'avoir les parents, et très souvent, il va être très marqué par l'état de ses parents. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'enfants qui sont décédés en oncopédiatrie, et des petits qui commençaient à parler, 4-5 ans, et qui disaient « c'est grave, là c'est grave ». Et ils se percevaient que c'était grave parce que les parents ne venaient plus, ou avaient les yeux emboués de larmes en leur disant « ça va aller », alors ils percevaient bien que ça n'allait pas du tout, que l'infirmière ne faisait plus les soins en le regardant, il n'y avait plus l'interaction. Et ces petits-là, leur plus grande peur, parce qu'ils parlaient de la peur, c'était qu'on les oublie et de mourir seuls. Mourir, la mort comme quelque chose d'irréversible, d'universel, et qui ne s'attrape pas, c'est quelque chose qui est acquis, selon les études américaines, à 9-10 ans. C'est-à-dire qu'avant cet âge-là, on meurt, on va revenir, on ne meurt pas pour toujours. Le bisou de la princesse ou le jeu vidéo, je m'en rachète des vies. C'est très ancré chez l'enfant. Et si mon frère meurt parce qu'il est malade, moi je risque de mourir. Donc la plupart des enfants malades ont une capacité à prendre sur eux
leur détresse, leur souffrance psychique pour ne pas blesser leurs parents, et c'est épouvantable d'avoir un enfant malade. Après, il y a des maladies graves avec un pronostic vital engagé, des fois des maladies graves, chroniques, avec une vie quand même très compliquée, des fois des maladies évolutives positivement. Enfin, les maladies, c'est un champ extrêmement variable, mais le ressenti du parent est très fort pour l'enfant. Et moi, en tant que psychothérapeute, et en étant intervenue à l'hôpital dans des services où les enfants étaient très gravement malades, je voyais bien la façon dont les enfants, face à leurs parents, étaient ce qu'on appelle, nous, hyper adaptés, en faux self, pour pas montrer à quel point c'était dur. Et les parents, souvent, disaient, il n'a pas compris. Il ne se rend pas compte. Parce que face aux parents, comme si de rien n'était. Mais quand l'enfant avait un espace pour s'autoriser à le dire, il lâchait toute sa souffrance, toute sa peine, toutes ses émotions. Donc, on essaye de faire du mieux possible. Je pense que quand on est un parent d'enfant malade, on a très peur, on est très inquiet. Certaines fois, il n'y a pas de diagnostic. Des fois, on passe des mois, des années à errer d'un service à l'autre. Certaines fois, la maladie s'aggrave alors qu'on nous avait dit qu'elle n'allait pas s'aggraver. Des fois, c'est l'inverse. C'est extrêmement compliqué. Des fois, il y a la mort qui rôde. Des fois, il y a la mort qui s'impose. Donc, les parents essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et je pense qu'il faut être très prudent, parce que les parents se culpabilisent beaucoup. Il n'y a pas il faut pas. Chacun va faire avec ses propres ressources. Mais peut-être que le message à transmettre, c'est que les enfants ressentent la maladie très fort en eux. Déjà, parce que souvent, ils souffrent. Le corps se transforme. Ils voient les transformations de leur corps. Mais ce qui les touche beaucoup, c'est l'effet de la maladie sur leur entourage. La fratrie, les parents. Et très souvent, ils vont être, moi, pour avoir accompagné des enfants très gravement malades ou dans des traumatismes extrêmes, prendre beaucoup sur eux pour ne pas exposer trop leurs parents à leur propre douleur. Il faut en avoir notion. Et c'est vrai qu'on préférait se dire, il n'est pas touché, il n'a rien compris, il va... Voilà. Mais dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, rester disponible et pouvoir dire, si on voit son enfant, par exemple, qu'il y a des questions fermées, tu vas bien aujourd'hui? On n'a surtout pas envie qu'ils nous disent non. Ça va bien, tout va bien. La réponse, elle est dans la question. Comment vas-tu? Là, c'est pas tellement envie qu'ils nous disent qu'il va pas bien. Mais si l'enfant dit non, ça va, et qu'on voit qu'il va pas bien, on peut dire, écoute, si ça va, tant mieux. Moi, j'ai l'impression que le jeu recrée l'altérité. Et c'est une sorte de tissage relationnel qui fonctionne bien avec les enfants pour les autoriser à accueillir ces émotions. Ce sont aussi des situations où il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue ou pas forcément. Moi, je ne suis pas pour le psy. Je suis pas pour psychiatriser des émotions. Je ne sais pas ce que pensent les collègues. On est parents et un parent, c'est pas le psy de son enfant. Et je pense que beaucoup de parents, dans le soutien, l'accompagnement, n'ont pas forcément besoin de psy. D'accord. On ne va pas psychiatriser, et j'étais responsable de cellules psy, donc j'en parle d'autant plus qu'on appelait les cellules psy pour tout et pour rien. Un enfant endeuillé, il ne va pas forcément pleurer, être triste comme un grand, mais si on prend un ado qui est triste, qui pleure, il n'a pas forcément besoin d'aller voir le psy comme si c'était pathologique. Comme on a peur, je sais pas, psychiatriser les émotions, c'est pas forcément aidant. Un psychiatre, psychologue, psychothérapeute, il peut être là pour peut-être être dans un soutien, dans la guidance. Pas systématiquement, il faut aller voir un psy. C'est souvent plus délétère qu'autre chose. Pour moi, en tout cas dans mon expérience, qui m'occupe que de cas extrêmement graves. D'accord. Et vous aviez un petit peu évoqué la fratrie, dans le sens où l'enfant lui-même pouvait avoir peur pour ses frères et sœurs, mais les frères et sœurs qui sont confrontés à la maladie d'un petit ou d'un grand, on les oublie parfois dans ces situations. Comment on les aide ? Alors, on les oublie souvent parce qu'il y a le temps de l'urgence. Votre enfant, il est malade, hospitalisé. Donc, le petit frère ou la grande sœur, la place dans la fratrie, ça va être aussi un enjeu. Si c'est le petit, il risque d'avoir des peurs quand il va atteindre l'âge qu'avait son frère ou sa sœur quand il a été malade. Et puis, si c'est grand, il va souvent être chargé de gérer beaucoup de choses qui ne sont pas du tout de son âge et projeté dans des préoccupations d'adultes malheureusement, qui le font passer très vite dans un autre champ que le champ de l'enfance et de l'innocence de l'enfance. Donc les fratries, il faut y penser. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on publie sur l'impact des fratries d'enfants malades, parce que très souvent, on ne peut pas être partout. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent dans
les fondations d'accueil de parents mises en place par la Fondation McDonald et dans les hôpitaux, on voit bien à quel point, pour les parents, la priorité, c'est l'enfant. Donc la fratrie, elle est chez papy, mamie, les copains, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. On déménage parce qu'il faut ci, il faut ça. Tout est focalisé sur l'enfant malade. Et très souvent, ce qu'on constate dans les suivis d'enfants, de fratries d'enfants malades, c'est qu'au temps de la maladie, ce sont des enfants qui souvent sont hyper adaptés. Ou alors qui vont avoir des accidents tout le temps. C'est assez fréquent, ça, les deux extrêmes. Donc des troubles très internalisés ou très externalisés. Vous êtes aux urgences pour votre enfant malade, mais en même temps, l'autre, il s'est cassé la jambe à l'école, il fait les 400 coups, donc il manifeste beaucoup de choses. Mais pour les enfants qui ont été très adaptés, ce que l'on constate dans le suivi, c'est qu'à un moment donné, que l'enfant malade soit décédé ou pas, c'est un peu comme l'addition qui va vous renvoyer en tant que parent des années plus tard, des fois adulte, en disant qu'il n'a pas compté à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est important d'accompagner les parents, et à l'hôpital en tant que psy, moi je le faisais beaucoup, je sais que beaucoup de collègues le font, de les accompagner à s'autoriser à dire à la fratrie, de prendre du temps pour la fratrie. J'ai tout à fait notion qu'actuellement, je ne suis pas aussi disponible que je pourrais l'être, parce que c'est une réalité, on ne va pas se mentir, mais je ne t'oublie pas. Et d'essayer, même si c'est très très compliqué, de prendre peut-être le temps d'un câlin, le temps d'une petite histoire, pour montrer qu'on ne les a pas oubliés et qu'ils comptent. Un point aussi important, parce que quand on est parent, je pense à un petit garçon qui est décédé et qui était à la maison et qui il est décédé à l'hôpital, mais il était revenu à la maison un peu avant, et la fratrie il avait 3 frères et sœurs vivants. C'était la vie, hein. Eux, ils avaient besoin de montrer qu'ils vivaient, et la maman, dans la fatigue, dans l'épuisement, a dit à ses frères et sœurs, écoutez, soyez gentils, soyez calmes, sinon le cancer va revenir. Et quelques mois plus tard, le frère est mort de son cancer, et les enfants, dans la théorie infantile de se sentir totipotent responsables de ce qui arrive, on pensait qu'ils étaient responsables de la mort de leur frère. Et ça, c'est très important en tant que parent. Des fois, on va dire ça parce qu'on est fatigué, il faut le reprendre. Hein. On ne peut pas toujours tout de suite. Mais hier, je t'ai dit ça. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'aurais jamais dû dire ça. Tu n'es pas responsable du cancer de ton frère, de ta sœur. Ça, c'est important. Il y a aussi le cas particulier des maladies génétiques, où on sait qu'un enfant est malade, que l'autre est malade, et on voit l'évolution. Donc l'accompagnement est important, mais je pense qu'on peut accompagner sans psychiatriser les réactions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Après, on va passer aux questions. Oui. C'est l'importance de reconnaître comment l'enfant s'adapte. C'est-à-dire que, par définition, tout enfant s'adapte à des situations, et parfois des situations extrêmement complexes, avec une perte effectivement des repères, avec des sensations d'abandon, avec beaucoup d'incertitudes. Et donc, le regard du parent, il peut aussi être de donner du sens et de la valeur à comment, moi, en tant que parent, je m'adapte et comment l'enfant s'adapte. Naturellement, un enfant s'adapte. L'idée selon laquelle le parent devrait faire quelque chose pour que l'enfant s'adapte, c'est juste une idée. Là où le parent peut manifester une présence et une attention, c'est de regarder et de partager comment l'enfant s'adapte, comment il s'y prend pour traverser l'épreuve sur le court terme, sur le long terme, et valoriser, donner du sens à ce que fait l'enfant, dans la fratrie notamment, mais comment il le fait, c'est déjà donner à la fratrie ou à l'enfant une information capitale sur « j'ai des ressources puisque je m'adapte ». Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas du tout une vision idéalisée de comment il faudrait faire, c'est une vision au contraire très humaine qui a trait aux ressources naturelles d'adaptation que nous avons tous en nous. Et c'est très important de leur donner du sens et de la valeur. Merci beaucoup. On va passer aux questions sur cette partie-là, sur à la fois le contexte qui a été anxiogène ou la maladie. Je répète ce que j'ai dit au début des échanges. Il y a vraiment, toutes les questions sont
sont intéressantes. Donc n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera un micro. Est-ce qu'il y a parmi vous des... Non, pas de questions, on a été assez complet. Il y a des questions sur les réseaux sociaux qui sont arrivées, donc je vais peut-être les prendre. Si vous en avez, n'hésitez pas à me faire un signe. Il y a une question de Mel Eliza qui nous parle là d'une situation qu'on n'a pas évoquée, qui est le deuil. Enfin, on l'a évoqué un petit peu, mais moins quand même. Comment accompagner des enfants qui viennent de perdre leur maman à vivre ce deuil et à s'exprimer. Toujours cette notion de s'exprimer qui revient. Voilà. Préoccupation. Je me tourne vers vous, mais n'hésitez pas à répondre. Alors, je vais, encore une fois, un enfant, c'est toc, toc. On ne va pas tout à fait s'ajuster de la même façon, parce qu'il ne se représente pas. Le deuil, c'est la perte, hein, c'est pas la mort. Là, je pense que c'est la mort de la maman. On ne se représente pas la mort pareil quand on est tout petit, quand on est grand. Ce que l'on sait dans les études de suivi, c'est que c'est important de pouvoir dire que le parent est mort. Alors, on essaie souvent de médiatiser, c'est-à-dire que si le parent direct, papa dit bah, maman est morte, pour l'enfant, papa a dit donc papa est responsable. Donc ça ne va pas être très bon pour la suite. Au niveau relationnel, on le sait dans les études. Et papa, il peut dire voilà, maman était à l'hôpital, le docteur a dit que c'était très grave, il a vu que le cœur s'est arrêté, que maman était morte. Le mot morte doit être prononcé, même avec des petits. Pourquoi ? Parce que ça évite des théorisations. Il est au ciel. Alors moi, j'ai eu un petit garçon qui était comme ça parce qu'il a peur. Si c'est l'enfant qui le dit, c'est différent. Il est parti, il va revenir. S'il est parti sans moi, c'est que j'étais méchant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il s'est endormi. Alors après, trouble du sommeil, pas simple. Le mot mort, il fait peur, hein, bien sûr. Il fait mal, mais c'est un mot de la vie. La vie, on vit, on meurt. Donc le mot mort, déjà, c'est déjà une chose importante. Et pour avoir fait l'unique étude sur les bébés endeuillés, et endeuillé, c'était un vrai débat avec les collègues, parce que le deuil, c'est la perte. Donc un bébé, avant 6 mois, il est complètement dans une relation fusionnelle à son parent, donc la notion de perte n'était pas entendue pareil. Mais des bébés qui perdent leur maman à la naissance, ou un papa au cours de la première année, ils sont bouleversés par l'environnement. Et quand on accompagne des parents endeuillés dans la prime enfance, hein, d'un bébé qui se retrouve endeuillé, on sait que parler à son bébé de ce qu'on ressent. Je suis triste parce que papa il est mort, parce qu'il n'est plus là, mais tu es là, je suis là, je pense à toi. Mettre des mots, alors là l'adulte met des mots sur ses émotions à lui. Et ça permet de recréer une relation avec son enfant. Je parlais d'accordage, c'est un terme qu'un collègue psychanalyste avait utilisé. On a un autre psychanalyste, pédopsychiatre, qui parlait d'être suffisamment bon, hein, Winnicott, ni trop collé, ni trop distancié. Je ne vais pas abandonner mon enfant sans rien lui dire, mais je vais lui dire, pour pas qu'il recherche sa maman, ça dépend des âges. On sait que c'est important, pas dans n'importe quelle condition, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, si l'enfant demande à voir sa maman décédée, de l'accompagner pour voir. On sait que c'est beaucoup moins traumatogène que de se représenter les choses et de participer aux funérailles, s'il n'est pas présent, qu'il soit symboliquement représenté et de lui proposer. Alors très rapidement, parce que je pense que c'est important d'illustrer ça pour le fait de voir. Il ne s'agit pas d'ouvrir la porte en disant voilà, on va voir ta mère, c'est un peu évité. Mais je pense à une situation d'enfant dont papa était décédé. On était intervenu avec le SAMU parce que les enfants avaient 6 ans, 9 ans, 14 ans et ils réagissaient avec beaucoup de violence, ils hurlaient, ils criaient, et tout le monde était débordé. Et en calmant les enfants, ils voulaient aller voir leur papa. Donc l'objectif, c'est d'aller voir comment il est, expliquer, présenter dans quelque chose d'humanisant. Et en effet, le trauma déshumanise. Donc quand on peut, on essaye de réhumaniser, donc simplement mettre un drap à la housse en plastique qu'on va ouvrir. On l'a vu pour la Covid. Hein. Moi, j'ai accompagné beaucoup d'enfants orphelins Covid. Ça a été absolument dramatique en termes de processus psychique de deuil, hein, de gérer cette perte. Et ces petits-enfants ont eu 3 réactions différentes. Le grand est resté dans l'entreporte, donc il n'a rien vu. Il ne s'agissait pas de le pousser en disant « t'as dit que tu voulais voir, va voir, hein, on respecte ». Le tout petit m'a dit « je veux jouer avec papa ». Bon, là, un peu compliqué. La mère m'a regardé, jouer avec papa mort, c'était un peu compliqué. En fait, il a pris sa voiture, il a tourné autour, puis il a fini, de toute façon très énervé, puis il a fini par se calmer. Et puis il a fini par mettre la voiture le long du cou, garer la voiture. Et la voiture est partie dans le cercueil.
Et l'enfant qui était en 12-13 ans, il a chanté une chanson, il a recoiffé papa parce que les urgentistes ne l'avaient pas coiffé du bon côté, et il l'a bercé. Et en sortant, ils ont dit à leur maman, c'est génial. Alors la maman m'a fusillé du regard, j'ai bien compris que j'allais passer un mauvais moment. Et en fait, les enfants ont dit à leur maman, c'est génial, papa, c'est pas un squelette. Et le fait de pouvoir mettre une image positive, entre guillemets, humaine, à un parent qui est mort, c'est très important, surtout quand l'enfant a assisté, je suis désolée, ça arrive beaucoup, au décès de son parent. Au moins, il a une autre image apaisée et pouvoir l'accompagner. Mais ça s'accompagne, ça. Et on sait que ce n'est pas traumatique de voir quelqu'un de mort quand on l'a accompagné, quand on reste disponible pour l'enfant. Et ce qui va être important, c'est de ne pas mentir, parce qu'on sait que ça, après, ça fait des cryptes, hein, ça fait vraiment comme des kystes psychiques, des vraies souffrances, et qu'après, le déni, voilà, compliqué. Il y a des choses qu'on peut dire, ça dépend du contexte de mort aussi. On parle plus facilement de la mort d'un parent qui était malade que de la mort par suicide. Il y a des morts qui restent très marquées socialement, donc ça dépend aussi de ça. Mais là, pour le coup, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de travail qui sont faits par des professionnels pour accompagner ça. Ça s'accompagne, le deuil de l'enfant. Merci, c'est un témoignage qui remue beaucoup, mais c'est important, c'est très bien. Merci beaucoup. On va passer à la troisième partie de notre table ronde. Et justement, cette partie, on l'a intitulée « Comment accompagner les émotions de ces enfants ?» Donc, on est vraiment au cœur de ce sujet. Je voudrais d'abord qu'on parle d'une émotion qui est souvent ressentie, enfin qui est souvent vécue par les enfants et que les parents doivent affronter. J'utilise le terme affronter. Je suis dans la guerre depuis tout à l'heure avec mes armes. Mais en fait, pour moi, et je pense pour les gens qui ont été interrogés aussi dans le sondage, hein, c'est vraiment l'émotion la plus difficile à supporter en tant que parent. Vous l'aurez deviné, je parle de la colère. Et en fait, cette colère, on voudrait qu'elle s'arrête parce qu'une colère d'enfant, c'est bruyant, ça crie, ça pleure. Et en tant que parent, on n'arrive pas du tout à gérer ça dans le calme. La plupart du temps, on crie aussi, on punit, ça ne fonctionne pas. Enfin, je ne vous fais pas le tableau, tout le monde le vit plus ou moins fortement dans ses journées. Ma question, c'est est-ce que lutter contre cette émotion, c'est une bonne idée ou est-ce qu'il faut la laisser s'exprimer ? Il y a un témoignage qui dit là sur l'étude qui a été réalisée par la Fondation et par parents. S'il est très en colère et ne veut même plus parler mais seulement hurler, ça c'est un témoignage de l'étude, je l'envoie se calmer puis ensuite nous en discutons. Alors en plus c'est d'actualité puisqu'il y a cette fameuse phrase de « va dans ta chambre » qui est en ce moment décriée. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Qui est-ce qui veut s'exprimer là-dessus ? Peut-être Savario, qu'est-ce que vous pensez de cette colère ? Comment, voilà, alors pas comment on la gère, mais comment, je sais plus quel terme utiliser, comment y faire face. Catherine a dit les émotions c'est la vie. Voilà, on vit nos émotions et on essaye de les vivre au mieux à chaque fois qu'elles se présentent. Et à chaque fois qu'elles se présentent, ce sont des surprises parce que même quand on est plus âgé, c'est pas forcément facile de vivre une émotion, surtout si elle est forte ou si elle nous déborde ou elle nous envahit. Je crois que la colère, c'est pas une émotion plus difficile, plus grave, plus mauvaise. C'est une émotion comme les autres, et comme la peur et la tristesse, le dégoût, la honte, ou même la surprise, la joie, l'excitation, etc. Ce qui est difficile dans la colère, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'elle n'est pas bien vue socialement. Et qu'il y a un très beau livre qui est sorti sur Sophie Galabru qui s'appelle « Les visages de nos colères », et qui est très juste et qui dit qu'à quel point nous avons besoin, enfants, adultes, adolescents, d'exprimer nos colères. Donc nous avons peur de la colère parce qu'elle est mal vue socialement, mais nous en avons peur aussi parce qu'elle est explosive et parce qu'elle est bruyante. Moi je pense qu'on pourrait plus s'intéresser aux angoisses et aux tristesses qui sont à bas bruit chez les enfants, qui peuvent devenir des terrains anxiogènes ou des terrains de déprime, que des colères, parce qu'on voit quand un enfant est en colère, et finalement, là, on peut lui dire, moi j'ai 2 enfants, une fille et un fils, les colères de ma fille étaient froides, les colères de mon fils absolument explosives. Et dans les 2 cas, je leur disais, mais qu'est-ce que tu es vivante, comme tu es vivant, c'est super. C'est-à-dire ne pas dramatiser l'émotion,
mais au contraire l'accueillir comme une manifestation de vie, d'ajustement, un processus où les choses, finalement, l'enfant se débrouille bien avec sa colère. S'il est capable ou si elle est capable d'exprimer sa colère, c'est qu'il ou elle va bien. Donc félicitons les enfants qui savent se mettre en colère. Après, on peut dire c'est difficile pour moi là, tu vas peut-être un peu loin, ou alors je te laisse, plutôt que de dire va dans ta chambre, je te laisse et je reviendrai quand je t'entendrai crier moins fort, ou essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui te met en colère là, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Et souvent, quand on finit par comprendre le fin mot de la chose, ben, l'enfant s'arrête d'être en colère. Et ça, c'est pareil pour chaque émotion, en fait, pas que la colère. La chambre, oui, pourquoi pas, et je parlerai peut-être du coin refuge tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des moments où l'enfant est adulte, hein, mais l'enfant sature, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses à la fois, et que ce n'est pas forcément une colère véritable, c'est une explosion parce qu'il ou elle n'en peut plus. Et de lui proposer d'aller dans un coin où il ou elle sera seul, alors ça peut être sa chambre, son lit, quand on a un jardin ou une maison, ça peut être une autre pièce, ou le jardin, et parce que l'enfant a besoin de se retrouver avec lui-même ou avec elle-même pour laisser baisser la pression, tout simplement. Et après, comme ce n'est pas proposé ni vécu comme une punition, c'est simplement une ressource, une solution possible face à cette saturation, l'enfant revient revigoré, ressourcé et content de continuer les interactions avec ses frères et sœurs ou avec ses parents. D'accord. Encore faut-il garder... Voilà, il y a une réaction, je vous écoute. Attendez, on va vous donner un micro, on vous entendra mieux. Donc, bonjour. J'ai un enfant de 5 ans et il y a 2 jours de ça, on était en rendez-vous dans la salle d'attente pour l'orthophoniste. Et à ce moment-là, il a piqué une colère, il ne savait plus où il en était, il ne voulait pas aller avec moi, il ne voulait pas aller avec l'orthophoniste. Et elle ne savait plus quoi faire, moi un petit peu non plus. Et à la fin du rendez-vous, elle m'a dit, je suis arrivée, il s'est canalisé, j'ai mis un chronomètre, tout ça. Par contre, il faudrait l'envoyer vers un psy parce que c'est pas normal d'être comme ça, en fait. Et je ne savais plus quoi dire, en fait, face à ça. Elle m'a dit, mais s'il a tant de colère que ça, c'est pas normal, ça fait plusieurs fois qu'on voit ça, c'est pas normal. Alors, faut-il aller voir un psy? Que faut-il faire en public comme ça? Oui. Pour l'orthophoniste? Non, je plaisante. Non, mais c'était tentant, c'est un peu provoque. Mais votre petit garçon, comme d'autres garçons, dans les salles d'attente, on voit souvent, hein, ils ont très peur. Je ne sais pas ce qu'il a compris du pourquoi, du comment l'orthophoniste. Ils ont très très peur. Il y a des enjeux forts. En plus, pour vous, il y a un enjeu, il y a le regard des autres. Et c'est vrai, on parlait du côté très négatif dans notre culture de la colère, mais les émotions sont très connotées culturellement. La peur, elle n'est pas manifestée pareil dans d'autres pays. L'angoisse n'est pas manifestée pareil physiologiquement dans le comportement verbal, non verbal, selon les cultures. Et la colère, on va vous regarder, votre enfant il fait une crise au supermarché, tout le monde vous regarde et tout d'un coup on a l'impression d'être le pire parent du monde. Et on ne se sent pas du tout valorisé, on se sent complètement disqualifié par notre enfant, on lui en veut, maintenant tu te calmes. Le risque majeur, c'est d'être agressif. On voit des parents qui s'énervent et qui des fois mettent des fessées, tapent, ou qui se mettent à hurler. Tu cries pas tout en hurlant, donc c'est un petit peu paradoxal, mais ça ne va pas fonctionner. En effet, c'est compliqué de rester calme. On sait que plus on va être un enfant qui va être en colère, hurler, plus le parent hurle, ça monte dans les aigus, qu'en effet, pouvoir dire je te félicite de montrer tes émotions, ça peut être important, et que dans cette situation-là, en effet, il y a probablement quelque chose sur le moment de déclenchement de la colère. En tant que parent, on peut aussi accompagner nos enfants à trouver qu'est-ce qui fait que ça a débloqué. Donc, tout d'un coup, la colère, elle peut à un moment donné, l'énervement, on arrive à mettre des mots, la colère, il n'y a plus de mots, on déborde complètement. Donc l'aider à trouver, ça permet certaines fois, je sens que j'ai de la colère, je sens, donc ils vont dans leur coin colère. Alors moi, la chambre, je suis prudente, parce que la chambre, c'est un lieu, normalement, où on doit pouvoir être, c'est mon mini-moi, hein, un lieu sécure, un lieu sécurisant. Ça ne devrait pas être, après on n'a pas tous des grandes maisons ou autres, le lieu de la punition.
ça devrait être un autre endroit, peut-être les toilettes, peut-être le coin colère magique, le cercle. Là, c'est le coin colère. Tu gères ta colère là pour que la chambre reste un havre de paix. Alors, il peut retourner dans sa chambre pour se sécuriser, pour s'apaiser. Là, chez l'orthophoniste, ça va être rude. Mais probablement qu'il y avait quelque chose qui l'angoissait terriblement. Compte tenu de ce que vous décrivez, il a réussi à contrôler, à contenir, le valoriser par rapport à ça. Dire qu'on n'a pas honte de lui et que peut-être qu'on s'est fâché parce qu'il y avait du monde, mais on peut comprendre que d'aller chez l'orthophoniste, peut-être qu'il n'a pas été à l'école, peut-être qu'il y a ça le stigmatique, j'en sais rien. Il y a peut-être tout ça, mais aller voir le psy d'emblée en première intention parce qu'on a fait une colère dans le cabinet d'une orthophoniste, personnellement en tant que psy, je pense que l'orthophoniste aurait besoin de gérer son stress émotionnel. C'est intéressant. Du coup, ça nous mène sur cette question-là. Je vais vous donner la parole. On n'est pas tous d'accord sur l'attitude à adopter là, dans ces moments-là. Alors la psy n'était pas d'accord peut-être avec la maman, mais ça peut être des fois en tant que parent aussi dans le couple. S'il y en a un qui arrive à féliciter son enfant de se mettre en colère, celui-là qui est très calme et qui arrive à le faire, l'autre peut-être va envoyer dans la chambre ou va punir ou va crier. Et ça crée à nouveau une autre source d'émotions difficiles, du conflit global dans la famille. Donc comment on gère ça ? C'est ressorti dans l'étude, cette idée de... Alors moi, il y a un mot que j'ai entendu et que je trouve tout à fait important et très révélateur du rapport que nous avons avec la colère, les nôtres et celle de nos enfants, c'est le mot canaliser. En fait, la colère, c'est un débordement. Okay ? Et imaginez une rivière qui déborde. Il y a effectivement quelques effets, quelques conséquences, mais exiger de la rivière ou de l'enfant qui déborde, qui revienne dans son lit, dans tous les sens du terme, c'est une mauvaise piste. D'accord ? Et donc, un enfant qui crie, c'est un enfant qui, juste à cet instant-là, dans la situation dans laquelle il est, a juste besoin d'espace pour se sentir vivant, s'exprimer, par rapport en général aux charges, ou en tout cas à la situation qu'il vit comme une charge, comme une contrainte. Et donc on entend bien que plus il y a contrainte, l'orthophonie en fait partie, plus l'enfant va ou peut manifester son anxiété, sa contrariété par un débordement. Plus il y a contrainte, plus il y a débordement. Et donc, une fois qu'on a cette clé, il est plus accessible d'imaginer avec l'enfant le coin colère, c'est-à-dire l'espace dans lequel l'enfant va pouvoir manifester ce besoin d'espace. Nous sommes de l'espace-temps avant d'être des êtres intelligents, pensants, sensibles, etc. Et donc, ce besoin d'espace est quelque chose qui est extrêmement présent dans un appel très structurel et évidemment, vraiment, nous voyons combien cet accès, on va dire, à l'espace est singulier selon les cultures. Je rappelle souvent qu'à l'époque du Moyen-Âge, pendant 3 jours, quelquefois beaucoup plus, il y avait des temps et des espaces pour manifester, ça s'appelle carnaval, pour manifester la richesse de toutes nos émotions, dans lesquelles il pouvait y avoir des inversions d'identité, où celui qui n'avait absolument aucune valeur sociale pouvait s'habiller en prince, en roi, etc. Ces temps de carnaval, aujourd'hui, sont très, très codifiés. C'est des chars qui passent et on assiste au défilé. Donc ça a bien bougé. Ces lieux, et notamment au moment de l'adolescence, ces manifestations de prendre son espace, de prendre son élan, d'accéder à sa propre vie, la sienne propre, on entend tout ce vocabulaire, existe et doit être respecté. Et donc, ce n'est pas simplement un droit à être en colère, c'est un besoin qui se manifeste face à la contrainte, et du coup, c'est l'occasion d'un dialogue avec l'enfant,
dans son propre rapport à la contrainte. Et si le conjoint n'a pas compris tout ce que vous venez d'expliquer? Alors, on lui fait réécouter. Ou la conjointe, hein, je ne veux pas faire de généralité. Donc, on lui fait réécouter ce propos, et puis on échange aussi avec le conjoint pour évaluer finalement qu'est-ce qui aide l'enfant, très concrètement, et de se poser la question si la réaction du conjoint ou de la conjointe dans une urgence à exiger par la punition que l'enfant rentre, cesse de déborder, on va dire. Voilà, on évalue si c'est mieux, c'est moins bien. On fait une petite évaluation en tant que couple parental sur les effets de la tentation réactive de l'un ou de l'autre. D'accord. Donc, on essaye d'apprendre à s'écouter aussi en famille. Oh. C'est un peu la clé. Je ne peux plus vous montrer à l'écran directement ce qui ressort de l'étude, mais je vais vous le dire à l'oral. L'immense majorité des parents, donc c'est 93%, est convaincue de la nécessité de parler. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un message qui est passé, en tout cas, mais parler sans trop parler. Donc, c'est bien, mais... Si on entend encore. Oui, on vous entend. Parler pour pas qu'il y ait malentendu. Parler, c'est pas que les mots. Je pense que c'est ça qu'on a voulu dire. C'est aussi tout corporel. Bien sûr qu'il faut parler avec son enfant, mais certaines fois, ça sera pas qu'avec des mots. Ça sera par le corporel aussi. Et juste en lien avec ce qui était dit avant, heureusement que les enfants, ils n'ont pas des clones à la maison, hein, parce que ça serait pas drôle et qu'on est différents. C'est ça qui fait la richesse aussi, qui permet de s'identifier. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord, et heureusement quelque part, mais qu'on ne montre pas nos désaccords de façon trop flagrante devant l'enfant, ça peut l'insécuriser. D'accord. Et d'essayer de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord, parce qu'on est enfant. On est tous enfants, pas tous parents, mais tous enfants. Et notre enfant, souvent, va réactiver l'enfant qu'on a été. Et ce qui fait que quand j'étais petit, j'avais des fessées, je ne veux surtout pas taper mon enfant, pas le gronder parce que j'ai trop souffert, ou à l'inverse. Donc, entre adultes, on s'autorise à se parler. Et c'est vrai que quand on devient parent, les couples, ça bouge, parce qu'on se découvre autrement. Notre enfant réactive des choses. Et qu'on ait des temps entre parents, on peut ne pas être d'accord. Mais arriver à se le dire, c'est important. Et je pense que c'est important sans prendre l'enfant comme arbitre de ça. Parce que ça lui donne une toute puissance qui va l'insécuriser. Donc, dialoguer peut-être à un autre moment, à deux. Avant la colère. Alors, justement, l'enfant peut aussi être parfois un petit peu une éponge par rapport à ce que ses parents vivent aussi, eux, en tant qu'adultes. Et du coup, on se posait la question avec mes collègues, on a mis cette question, si soi-même on ne se sent pas bien, qu'on a faim, qu'on a sommeil, qu'on a un souci au boulot, enfin n'importe quoi, un pull qui gratte, j'en sais rien, est-ce que l'enfant le ressent? Je me tourne vers vous, Saverio, parce que c'est un peu la question qui suit ce que je raconte là sur l'hypersensibilité. Finalement, est-ce que les enfants hypersensibles doivent avoir un chapitre un peu à part sur cette question des émotions? On aimerait vous entendre là-dessus. Alors, avant de parler de la sensibilité élevée, l'enfant perçoit les émotions des autres, de ses frères et sœurs, de ses parents, mais enfin les parents aussi perçoivent les émotions des autres, parce qu'en tant qu'humain, comme on l'a expliqué au début, on perçoit les émotions si on est attentif, si on n'est pas pris par autre chose. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer le fait que l'enfant va être marqué par les émotions de ses parents. Bon, nous avons tous des émotions. Ce qu'il y a, à mon avis, c'est le plus juste, c'est de dire j'ai faim, j'ai soif, là je suis fatigué, ou laisse-moi un peu de temps que j'aille me reposer, puis je viendrai t'aider pour tes devoirs ou pour écouter ton histoire ou raconter, ou lire un livre. C'est-à-dire que plus le parent, et ça Serge Tisseron l'a beaucoup expliqué aussi, que plus le parent est vrai, authentique avec ses émotions, ses ressentis, etc., plus il aide l'enfant à faire pareil. C'est-à-dire si je dis à mon fils ou ma fille, là j'ai faim, ou j'ai soif, ou j'ai besoin d'un certain temps, ou je suis fatigué, ou j'ai eu une contrariété au travail, laisse-moi un peu de temps, l'enfant pourra faire exactement la même chose. C'est-à-dire, ah ben là papa j'ai faim, ou j'ai soif. Et donc souvent dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces, comme ça les centres commerciaux, les enfants, ils ont trop chaud, soif, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit. C'est pas vraiment forcément des émotions importantes, il n'aurait pas arrivé quelque chose de grave, c'est simplement que leur système nerveux sature. Et ça me permet de faire le lien avec la sensibilité élevée. Tous les enfants sont très sensibles, tous et toutes, et jusqu'à un âge avancé. D'ailleurs, nous restons heureusement toutes et tous sensibles.
Donc je pense que être attentive et attentif à la sensibilité des enfants, c'est fondamental. Et dans la sensibilité, bien sûr, il y a les émotions, il y a les sensations, il y a les intuitions, il y a l'imagination, il y a la créativité, toutes sortes de choses. Et plus on fait la part belle à la sensibilité, plus la relation est riche avec nos enfants. Alors, après, il y a des chercheuses et des chercheurs dans le monde occidental qui ont posé, depuis une vingtaine d'années, l'hypothèse d'une sensibilité plus élevée. Cette sensibilité plus élevée qu'on appelle haute sensibilité partout et hypersensibilité en France. Alors moi, je ne suis pas favorable à hypersensibilité parce que hyper, c'est un terme négatif. Ça veut dire qu'il y a trop, il y a un excès de. Donc tout de suite, ça veut dire que ça ferait des enfants trop sensibles. Et puis, c'est un terme médical, hypersensibilité. Regardez les notices de médicaments, sauf hypersensibilité à l'un des composants. Ça veut dire sauf intolérance ou allergie. On parle d'hyperthyroïdie, d'hyperphagie, d'hypertension, d'hyper ceci, d'hyper cela. Bon, bref, c'est pour ça que je préfère parler de sensibilité élevée ou de haute sensibilité. Ces personnes hautement sensibles seraient entre 20 à 30% de la population. Les études sont un peu différentes selon les cas. Et en fait, de quoi s'agit-il? Tout simplement d'une sensibilité plus élevée que la moyenne. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Une sensibilité plus élevée que la moyenne. Donc ça ne fait pas une catégorie à part de gens spéciaux ou supérieurs. Surtout, il ne faut pas croire que les hypersensibles auraient des super pouvoirs et seraient mieux que les autres. Ça, c'est du marketing. Mais les enfants plus sensibles ont, d'après les définitions scientifiques, un traitement sensoriel approfondi des informations. Ça veut dire quoi? Un grand sens du détail, beaucoup d'observations, prennent du temps avant de prendre une décision, ont besoin de beaucoup de temps pour prendre une décision, vont peser le pour et le contre, vont douter. Les enfants à l'école, quand on leur propose, ces enfants-là à l'école, quand on leur propose une nouvelle tâche, ils ont besoin de plus de temps, ce qui fait que parfois on leur dit tu es une lambine ou un lambin, mais c'est pas ça, c'est que ce traitement sensoriel approfondi des informations leur demande plus de temps au début, puis si cette tâche se répète, au bout d'un certain moment, ils vont aller au même rythme que les autres camarades de la classe, et à la fin de l'année, ils vont même aller plus vite. Donc ça, c'est un petit détail important. Si un enfant demande plus de temps au début, c'est peut-être qu'il a ce type de traitement sensoriel approfondi des informations. Et ça amène à une conséquence très concrète, rapide, c'est l'hyperstimulation. C'est-à-dire que cette porosité, on a vu au niveau du thalamus, qui est un des filtres du cerveau, que chez les enfants et les adultes hautement sensibles, ce filtre travaille moins. Il est en hypoactivité, il est en plus faible activité. Et donc, ce sont des enfants qui vont saturer plus vite. Tous les enfants saturent quand il y a trop de musique, trop de bruit, trop d'émotions, trop d'injonctions. Mais ces enfants-là vont saturer plus vite. Et ils ont besoin de pause. Donc, ce sont des enfants qui, à l'école, vont rêver, regarder par la fenêtre, ou avoir besoin de sucer leur pouce, ou de se dandiner sur leur chaise, etc. Ça peut faire des enfants qu'on appelle hyperactifs, ce qui n'est pas forcément grave. Il y a des garçons et des filles qui ont besoin de bouger parce que c'est une façon de relâcher la tension dans leur corps. Et puis ça fait des enfants qui sont peut-être plus expressifs ou plus intenses dans leurs émotions, qui ne vont pas forcément plus facilement les exprimer, mais qui vont les vivre et les ressentir un peu plus fort. Les études disent que ce sont aussi des enfants qui vont avoir le sens des subtilités, des nuances, qui pourront, par exemple, vont être très attentifs au langage non verbal, implicite. Si le papa, la maman ou la maîtresse ou le maître parle en haussant le sourcil, en changeant d'intonation de voix, en faisant un geste particulier, l'enfant va noter ce discours non verbal et va plutôt être attentif à « tiens, elle ou il n'est pas content parce qu'il a fait la grosse voix » ou quelque chose comme ça. Et la cinquième caractéristique qui a été découverte par un pédiatre américain, Thomas Boyce, qui parle des enfants orchidées, est très importante, c'est la plus importante. Elle s'appelle la sensibilité avantageuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant très sensible, et là je ne parle plus du tout de haute sensibilité, un enfant qui grandit dans un environnement porteur, on a remarqué avec 40 ans d'études que ces enfants-là, ils sont moins malades, moins stressés, moins angoissés, ils réussissent mieux à l'école, leur maladie dure moins longtemps, ils se blessent moins souvent et ils ont de meilleures relations avec leurs camarades. Le même enfant, je crois que j'ai mélangé les deux choses, donc je reprends. Un enfant très sensible dans un environnement défavorable va être plus stressé, plus angoissé, plus malade, plus longtemps malade, moins réussir à l'école, avoir plus d'échecs scolaires, se blesser plus facilement, etc., etc. Le même enfant dans un environnement
porteur, accueillant, respectueux, bienveillant, va être en meilleure santé que les autres, que la moyenne des enfants, avoir de meilleurs résultats à l'école, se blessera moins souvent, aura des meilleures relations sociales, etc. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit quelque chose de fondamental. Créons pour nos enfants, quels qu'ils soient, parce que le docteur Boyce finit son livre « Tous les enfants du monde sont des orchidées », créons pour nos enfants des environnements qui soient suffisamment porteurs, accueillants, bienveillants, respectueux, à l'écoute, etc. Et c'est pour ça que, pour finir cette longue palabre... Je vais être obligée de vous couper. Voilà. Ça Pour finir m'embête. cette longue palabre, félicitons nos enfants d'être vivants quand conclusion. ils ont des émotions. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à tous pour ces explications, pour votre attention, vos témoignages. On n'a pas eu le temps de poser toutes les questions, il y en a encore d'autres. Voilà, on est obligé de malheureusement s'arrêter. Je dois encore vous dire 2-3 petites choses. La première, c'est que vous allez pouvoir réécouter cette table ronde sur nos réseaux sociaux dès mercredi 19 octobre. Et la deuxième, c'est que vous pouvez rester connectés si vous le souhaitez, parce qu'il y a des ateliers qui vont maintenant avoir lieu, des ateliers plus précis, de mise en pratique sur tout ce qui vient d'être dit. Le premier atelier qui va avoir lieu dans quelques minutes, c'est comment faire quand les émotions débordent. Je pense que ça vous aidera certainement. Merci à tous, merci aux experts, encore une fois, et à la Fondation Ronald McDonald, bien sûr.